Aujourd'hui, nous allons recevoir donc Nsaku Kimbembe et tenter à travers sa personnalité, son parcours jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Nous allons tenter donc de mieux le connaître. Monsieur Nsaku Kimbembe est né à Kimbwende, en République du Congo. Il est ancien prêtre. Il a étudié la théologie et la philosophie au Grand Séminaire de Foi, donc qui est l'ancien nom de Brazzaville, avant d'exercer à Kindamba et Kinkala. En parallèle de l'éducation académique occidentale et religieuse qu'il a reçue, il a aussi étudié le kimbangisme et le matsuanisme, deux courants de la spiritualité ngunza, dont il est reconnu aujourd'hui comme chercheur spécialiste des sciences du Lemba. Monsieur Nsaku, ce résumé, bien que succinct, vous décrit-il justement? Merci beaucoup, Foulélé. Comme le veut la tradition, avant de prendre la parole, un Congo doit commencer par se présenter. Je me présente. Mon nom, tu l'as dit, c'est Nsaku Kimbembe. Ma mère et moi-même, nous appartenons au clan Sengele ou Mazinga. C'est le même clan. Mon père appartient au clan Kaunga ou Mpanga. Et mon grand-père maternel appartient au clan Ngoma. Et mon grand-père paternel appartient au clan Ngoyi. Donc, je suis bien Nsaku Kimbembe et je porte en moi les énergies Sengele Mpanga ou Sengele Kaunga. Voilà, ce sont mes énergies. Et effectivement, la présentation que tu as faite, oui, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Bon, évidemment, tu parles de chercheurs spécialistes. Bon, oh là là, ça paraît énorme. Hein, oh là là, bon, peut-être suis-je un bossu qui ne voit pas sa brosse. Hein, peut-être, enfin. En tout cas, personnellement, en effet, je vis cette passion de recherche dans la spiritualité du pays. En tout cas, je me reconnais pas tellement spécialiste au sens académique, non. En tout cas, pas au sens académique du terme, mais au sens plutôt empirique. Oui, je fais ce que je peux et à mon petit niveau. En tout cas, effectivement, le Kingunza, le Lemba, la spiritualité ancestrale m'intéresse beaucoup. Voilà, ça c'est vrai. Voilà. Donc effectivement, voilà, tu bien confirmé, hein, c'est bien ce que j'entendais, non pas au sens académique, mais puisque justement, je présentais cela comme quelque chose que tu fais en dehors des sciences dites académiques. Voilà, donc merci effectivement malgré tout pour cette précision. Donc comme j'ai dit, on va essayer de mieux te connaître. On va passer de l'enfance, etc. Et après, on va dérouler. Donc, Nsaku, ma première question, c'est savoir qui est Nsaku enfant à travers son éducation, ses tuteurs, ses occupations. Le Nsaku enfant, qui est-il? Comme vous l'avez bien souligné au début, hein, je suis né à Kibwende, sur la voie ferrée, et j'ai grandi dans le secteur de Mbamou, le village de Mbamou. Donc, le village de Mbamou se situe presque à mi-chemin entre Kibwende et Kinkala. Et je n'ai pas grandi à Mbamou comme tel, j'ai grandi plutôt dans un petit patelin, en fait, un petit patelin qui s'appelle Mayelawidi, à 7 km de Mbamou, en direction de Kibwende. Donc, j'ai grandi dans un petit village, en pleine brousse, pourrait-on dire. Donc, vous constatez que je suis un rural pur jus, hein, un rural pur jus, un villageois indécrottable, voilà.
Mon fond reste villageois et je ne peux ni ne veux m'en débarrasser d'ailleurs. Euh, euh, c'est mon essence, voilà. Le village, je suis villageois, c'est vraiment mon essence. Et je reste tel, voilà. Villageois et fier de l'être aussi, d'ailleurs, je le souligne. Et d'ailleurs, mes réflexions, mes réflexes sont ceux de villageois, naturellement. Mon mode de pensée est celui de villageois du terroir, naturellement. Donc, je suis au fait une incarnation de la vie au village. Voilà. Le vin de palme de Nsamba me manque beaucoup. Voilà. Ça, c'est moi. D'accord, très bien, très bien. Mais alors, durant justement ton enfance, tu as donc, comme tu as dit, hein, tu es un produit pur de la ruralité, mais justement, durant cette enfance-là, est-ce que pour autant, ton éducation, tu as reçu les deux éducations, à savoir une éducation traditionnelle ou plutôt une éducation occidentalisée? Ou à quel moment, à partir de quand l'éducation change? Alors, c'est une longue histoire. Tu fais bien de me demander. Je ne la raconte pas souvent, mais pour l'occasion, je la raconte quand même. En effet, j'ai vécu mon enfance et ma jeunesse, comme j'ai dit, sur une lisière en bordure de forêt où était mon village, où était bâti mon village. Donc, bien sûr, je ressens une proximité effective, une proximité affective euh, bien marquée avec la forêt. Donc, ça, c'est déjà euh, un caractère très fort de mon éducation. J'ai une proximité affective avec la forêt. Et je vénère les arbres. J'aime les chants des oiseaux. J'ai vécu des activités telles que la chasse, la cueillette, la pêche, le jardinage, et ainsi de suite. Et tout jeune, j'ai appris à respecter les êtres de la forêt. J'ai appris que la forêt était habitée par des entités invisibles, certes, mais qu'ils étaient là et qu'il fallait les respecter. Donc, j'ai appris à parler aux arbres à l'époque. Tous les gens de mon village, enfin, les jeunes de mon âge, dans les villages, on nous éduquait comme ça. Ça paraît complètement aberrant pour les urbains, mais c'est comme ça au village. Hein. On se levait, on devrait saluer la nature, on devrait saluer la terre, on devrait saluer les arbres. Voilà. Voilà, ça se passait comme ça. Donc, mon éducation, ben, d'abord, je suis né dans un foyer polygamique. Et puis, quand j'étais petit et dans ma jeunesse, dans les villages, la polygamie était plutôt la règle et la monogamie l'exception. Donc, il était inimaginable qu'un détenteur d'autorité, même clanique, appelé à recevoir du monde chez lui, soit monogame. Ça ne s'imaginait pas. Donc, du coup, mon père était polygame. Alors, pour entrer dans le brief du sujet de mon éducation traditionnelle et occidentalisée, évidemment, un villageois comme moi, un rural comme moi, vous vous doutez bien que mon éducation première est traditionnelle. Hein. Donc, à propos de ma scolarité, alors, elle a été objet de grandes discussions entre mon père et mon oncle, parce que mon père, lui, il voulait que je commence ma scolarité à temps, en temps normal. Et mon oncle, lui, ne l'entendait pas de cette oreille. Il s'opposait parce que premier enfant de ma mère, en plus premier garçon de sa sœur, qui est ma mère,
il voyait en moi un futur chef de clan, un futur chef de famille, un futur chef de lignage. Donc, euh, il sommait mon père de m'éduquer et de me préparer à devenir un bon chef de lignage, ce qui est d'ailleurs son rôle. Et de lui rappeler tout le temps, ton rôle, c'est de faire de tes enfants des bons chefs de lignage. Et chacun d'eux, mon père et mon oncle, chacun d'eux avançait ses arguments. Donc, du coup, mon père voulait me mettre tout de suite à l'école. Mon oncle s'opposait. Il se disait toujours, ceux qu'on voit qui ont été à l'école, c'est plutôt des pauvres types qui ne savent rien, qui ne connaissent rien. Hein? Ils parlent du bon français, certes, mais ils ne connaissent rien du tout. Et je ne voudrais pas que mon neveu rentre dans ce carton-là. Alors, alors, ils ont bien discuté tous les deux, bien sûr à mon insu, moi je n'étais pas là. Et ils ont coupé la poire en deux. Ils ont coupé la poire en deux. Je devais donc rejoindre mon oncle pour m'apprendre les choses traditionnelles liées à notre clan, à notre lignage, et ensuite aller à l'école des Blancs. Donc, tu apprends d'abord les choses du clan, ensuite, tu iras à l'école du Blanc. Et c'est ce qui fut fait. J'ai appris les choses du pays essentiellement auprès de l'oncle, la pêche, la chasse, la capture de gros rats, la capture des oiseaux, distinguer les fruits, les arbres, ainsi de suite. Tout ce travail, je l'ai fait auprès de l'oncle. J'étais tout jeune. Et ce n'est qu'après que j'ai rejoint mon père qui m'a inscrit à l'école de Mbamou pour mon instruction à l'occidental. Donc, Mbamou, à l'époque, abritait un petit séminaire pour la formation des futurs prêtres. Et à l'époque, il y avait 3 petits séminaires au Congo. Donc, le petit séminaire de Luango, sur la côte, au Pointe-Noire, sur la côte. Le petit séminaire de Makwa, au nord du pays. Et le petit séminaire de Mbamou, dans mon village. Voilà. Donc, voilà. Merci. Voilà. Je suis passé dans Merci, le temps. merci beaucoup, merci pour toute cette description. Alors, on voit bien qu'il y a eu donc 2 figures importantes, le papa et l'oncle. Tout à fait. Et notamment, et donc on a vu que l'oncle, donc c'est l'éducation traditionnelle, puisqu'on voit qu'il rejette l'éducation à l'occidentale, et le père qui est un peu plus ouvert et qui pense que l'éducation occidentale est quand même nécessaire. Alors, des deux éducations finalement que tu auras reçues, quel souvenir en fait, quel souvenir tu gardes le plus de, alors, de l'éducation donc traditionnelle, on va dire, et quel aussi souvenir tu gardes le meilleur des 2 éducations, quels sont les meilleurs souvenirs que tu gardes? Alors, bon, le meilleur souvenir, bon, bon bien sûr, mon père. En fait, les deux avaient quelque chose qui se. Il y avait quelque chose qu'ils mettaient ensemble, au fait. Mon père, qui avait connu André Matsuwa, bien connu dans le pays, et c'est un héros de la résistance. Mon père l'avait connu. Alors, mon père, qui avait connu Matsuwa, euh, m'a rendu très tôt sensible à l'histoire du pays. Très tôt. Il en est de même aussi pour mon oncle, je vous dirai pourquoi. Donc, tous les jours, mon père louait l'intelligence et le courage de Matsuwa qui tenait tête aux Blancs par son intelligence. Voilà. Hein. Il n'allait pas se battre, mais par son intelligence, il a tenu tête aux Blancs. Il écrivait des lettres aux Blancs. Alors, toi aussi, tu dois écrire des lettres aux Blancs. Alors ça, pour mon père,
C'était plus que tout, quoi. Hein. Matsuwa, homme intelligent, qui sait écrire, alors là, c'était le sésame pour lui. Il avait aussi une vénération pour Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, que les Belges n'ont jamais réussi à tuer parce qu'il était Ngunza. Que les esprits Ngunza le protégeaient et il était très puissant. Voilà. Et donc, chaque jour, j'avais droit à une séance de Matsuwa, de Kimbangu. Et ça, tous les jours. Donc, pour lui, Kimbangu, alors là, c'est l'homme puissant que les Blancs belges n'ont pas réussi à éliminer physiquement. Alors, ils se sont contentés de l'enfermer à vie, ce qui est vrai en plus. Voilà. Donc, un autre personnage que mon père aimait évoquer, c'est Fulbert Youlou. Alors, Fulbert Youlou, à l'époque, était professeur de philosophie au séminaire de Mbamou. Et les dimanches, avec quelques séminaristes de l'époque, ils allaient en promenade dans mon village. Et là, mon père les accueillait, il leur offrait des safous, il préparait, tout, et ils mangeaient, ils étaient tout contents. Et mon père était content de recevoir un jeune comme ça, et des séminaristes qui parlaient en français, et tout. Pour lui, c'était extraordinaire. Ouais. Donc, à l'époque, bien sûr, Philibert Guilou n'était pas encore prêtre à l'époque. Il était juste un stagiaire. Il n'était pas encore prêtre. Et ni homme politique, encore moins président. Donc, ces trois personnages, ces trois figures l'ont beaucoup marqué. Matsuwa André, Kimbangu Simon et Philibert Yulu. Bon, bien sûr, Philibert Yulu rendait visite à mon père dans ce village, comme je l'ai dit. Mais mon père, qui était Nganga, il était Nganga, mon père, hein, il soignait, Nganga Buka, il soignait, et il était un spécialiste de la lèpre. Il soignait la lèpre. De nombreuses personnes, même quand je suis devenu très jeune, j'ai vu venir de nombreuses personnes prendre des traitements et ils ont été guéris. Donc, c'est dans les soins qu'il procurait aux patients que j'ai compris une chose. À chaque patient qui venait, il lui inscrivait de porter une tenue noire, chemise noire, pantalon noir, s'il avait des chaussures, elles devaient être noires. Et puis, il lui demandait euh, un, un poulet ou une poule ou un coq noir. Et quand il les amenait, quand il commençait le traitement, à chaque fois qu'il avait fini le traitement, qu'il avait fini oui, le traitement, il leur appliquait, il tapait sur le corps du malade ce poulet noir. Alors, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai demandé, mais pourquoi tu prends la couleur noire? Il dit, mais parce que la couleur noire a des vibrations qui sont extraordinaires. Des vibrations extraordinaires qui favorisent la guérison. Donc, c'est là que j'ai compris que la couleur noire renfermait une énergie redoutable. Je ne le savais pas. Et d'ailleurs, j'ai été partout, on ne me l'a jamais appris. On ne me l'a jamais appris. Donc, il a voulu que mon expérience soit différente de la sienne. Donc, pour cela, il m'a orienté vers la prêtrise. Parce qu'à ses yeux, c'était la voie de la réussite, comme Youlou qui le recevait dans son village. Voilà. Bon. Quant à mon oncle, lui, matsuaniste des premières heures,
me rappelait tous les jours le martyre de deux de ses oncles, donc qui sont mes grands-oncles, qui portent le nom de Mbiemo et Milongo. Mbiemo et Milongo, dans la martyrologie congolaise, ils sont cités parmi les héros, Mabiala Manganga, Bouetambongo, Mbiemo, Milongo, et ainsi de suite. Oui. Et Mbiemo Milongo, c'est justement les oncles de ma mère et les oncles de mon oncle. Et donc là aussi, quand j'étais chez lui, tous les jours, j'avais droit à Mambiemo, à Mamilongo, à Matsuandre. Mambiemo, Mamilongo, Matsuandre. Et donc, euh, pour me faire vivre la chose, euh, il m'a amené sur la tombe de ses deux oncles, Mbiemo et Milongo. Et figure-toi, ces deux tombes encadraient la tombe de Matsua. Voilà. Donc, à gauche, il y avait Milongo, à droite, Mambiemo, et au milieu, la tombe de Matsua. Et, comme j'ai dit, Mambiemo et Mamilongo sont du clan Sengele. Alors, tu imagines un peu l'honneur pour mon oncle de me parler de ses oncles. Hein? Et il m'a amené 3 fois à Mayama, m'incliner sur les tombes de ses deux oncles, de ces deux héros. Il se trouvait que les tombes de mes grands-parents, de mes grands-oncles, encadraient la tombe de Matsua. Pour moi, c'était le sésame, quoi. Hein? Mon père me parlait de Matsua, j'avais sa tombe. Mon oncle me parlait de ses oncles Mbiemo et Milongo. Et voilà. J'avais tout mon droit. C'était extraordinaire. Alors, devenu grand, je me pose la question suivante. Mes grands-oncles ont-ils sacrifié leur vie pour quel pays? Pour quel pays ils ont sacrifié leur vie? Bon, là, je me réserve la réponse. Je l'ai, mais je me la réserve. Donc, si mon père parlait beaucoup de Matsua, ma mère, elle, de son côté, elle n'est pas négligée. Elle aussi, elle a joué un grand rôle. De son côté, elle nous racontait, il n'y a pas que moi, avec mes frères aussi, elle nous racontait euh, ses expériences qu'elle avait vécues quand elle était gamine avec ses copines qui étaient pygmées dans le village. Parce que ma mère est de Mpangala, et en Mpangala, vous trouvez des Tékés, vous trouvez aussi des pygmées. Et donc, ma mère racontait nos histoires quand elle faisait des jeux de cache-cache avec ses copines pygmées. Mais la copine était à quelques mètres, mais impossible de la voir. Et quand elle disait, mais pourquoi tu. Elle dit, mais comment ça se fait que je ne t'ai pas vu? Il dit, oh, c'est pas grave, écoute, je vais te donner ça, et puis tu mets ça dans ta bouche, tu verras. Elle mettait ça dans sa bouche, et bien les copines tournaient autour, elles étaient juste à peine à 1 mètre. Les copines tournaient autour, elles ne la voyaient pas. Voilà. Ouais. Donc, euh, ceci me poussera effectivement à m'intéresser plus tard aux énergies des, des plantes et les énergies des noms. Parce que les plantes ne portent pas n'importe quel nom. Et les anciens qui ont donné des noms à des plantes savaient pourquoi ils appelaient tel arbre ceci, tel arbre cela. Et je me suis donc tourné pour m'intéresser aux énergies des noms. Et je pense que dans mes ouvrages, ça transparaît de temps en temps. Très bien, très bien. En tout cas, on voit que autour de toi, au sein de ta famille,
de Takanda, donc ton lignage, on va dire, c'est riche à travers les personnalités, à travers et puis donc l'influence aussi donc de ses oncles qui eux-mêmes ont un parcours assez exceptionnel. Mais il y a ce personnage donc Matsuo dont tu parles beaucoup. Euh, je te demanderai juste d'expliquer un peu qui est-il parce que Kim Bang-woo, les gens maintenant connaissent. Philbert Youlou, je pense que voilà, c'est une personnalité publique, on connaît aussi. Matsuo peut-être serait moins connu je parle pas des Congolais, on connaît, mais toutes les personnes peut-être qui nous écoutent, les auditeurs peut-être ne connaissent pas Matsuo. Donc, je te demanderais juste d'expliquer un peu qui est Matsuo. Bon, Matsuwa était un homme très courageux. Il était né, d'après ce qu'on entend, qu'il serait né en 1899 pour certains, 1897 pour d'autres, mais enfin, c'est pas grave. Mais au moins, c'est quelqu'un qui était très courageux, très intelligent et qui est né dans un village qui se trouvait à peu près à 15-20 km de Mbamou, de la mission catholique. Et lui, euh, il aurait demandé à son père de quitter le village pour aller apprendre à Mbamou, pour aller faire l'école à Mbamou. Et donc, il est arrivé à Mbamou, il a fait l'école, on lui a appris à lire et à écrire. Je ne sais pas quel niveau que c'était, est-ce que c'était le CP1 comme le CP2 ou le C1, je ne sais rien. Mais en tout cas, il a appris à lire et à écrire et les prêtres l'ont gardé à Mbamou pour faire le catéchisme aux enfants qu'ils allaient prendre à gauche à droite. Donc, Matsuwa, après qu'il ait appris à lire et à écrire, a été catéchiste. Il a été catéchiste en Mbamou. Et donc, et parmi les élèves, parmi les catéchumènes qu'il a eus, se trouve mon père. Mon père était le catéchumène de Matsuwa. Et après qu'il ait travaillé à Mbamou, les missionnaires ont voulu créer une paroisse, une mission à Kindamba. Il fallait donc aller commencer des travaux, notamment les briques, et ainsi de suite. Alors, ils ont envoyé Matsuwa, au lieu de Kindamba, ils l'ont envoyé dans un secteur de Kindamba, dans un village qu'on appelle Yelela, à Yelela. Donc, il est allé là-bas, et là-bas, il recevait les enfants qui étaient du secteur de Mpangala, Zanaga, enfin, tout ce secteur-là, ils venaient à Yelela, et c'est lui qui leur faisait le catéchisme. Et à un certain moment, il en a eu marre. Il s'est dit, bon, je ne vais quand même pas passer ma vie à faire le catéchisme. Donc, il a dit au chef du village qui s'appelait Nkoka Pierre, et doyen, je suis désolé, mais il faut que je parte parce que ça ne me plaît plus de faire que du catéchisme. Alors le vieux lui dit, ben, c'est dommage parce que tu es un bon garçon. On a fait de bonnes choses, on aurait pu faire encore de plus grandes choses, de plus grandes choses. Mais ma foi, je ne t'empêcherai pas de partir. Tu peux partir. Et il est parti. Il est parti à Brazza, il est entré à la douane, au service de douane. Et là, il portera le numéro 22, comme on voit sur ses photos, matricule 22. Donc de là, euh, il a pris le bateau dans les années 1920, pendant que le Congo central, au Congo belge, le Congo belge était en ébullition avec l'affaire Kimbangu. Lui, il a pris le bateau, il est avec Kinshasa. De Kinshasa, il a pris le train jusqu'à Boma, je pense. À l'époque, c'était le, le, le port. Et de là, il a pris le bateau pour Paris. Et il est resté à Paris. Et à Paris, il a créé une association qu'on appelle l'amicale
l'amicale, enfin, ça s'appelle l'amicale de l'Afrique, je ne sais pas quoi, je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, le nom qui est resté, c'est l'amicale. L'amicale des résolutions de l'Afrique, je sais pas quoi. Bon. Il a créé cette association-là. Et le colon, en créant cette association, le colon a vu en lui un homme dangereux. Ils l'ont arrêté à Paris, ils l'ont foutu en prison. Et de la prison, ils l'ont renvoyé au Congo. Et l'administrateur colonial l'a mis en prison. Et donc, cette affaire de l'amicale va ébranler un peu tout le pays dans les années 1930. 1930. Il sera condamné dans les années 1935. Il va en prison et en 1942, on le transfère de la prison de Brazzaville vers la prison de Mayama. Et c'est là qu'il serait mort, en 1942. Voilà. Et comme les gens n'ont pas vu sa tombe, n'ont pas vu son corps, ils l'ont vite enterré, il paraît. Et dans notre tradition, tant qu'on n'a pas vu le corps, on ne considère pas qu'il est mort. Parce que pour considérer un individu, un défunt, il faut qu'on l'ait vu et qu'on lui ait adressé les dernières recommandations, qu'on lui ait parlé. Or, personne n'a parlé à Matsua, personne ne lui a adressé les dernières recommandations, alors personne ne croit qu'il soit mort. Et d'où cette histoire de Matsua n'est jamais mort, il est toujours là, on le cache quelque part. Voilà. Voilà un peu ce D'accord, que je peux dire sur Matsua. d'accord. Très bien, très bien. Ok, bon, on va pouvoir avancer, donc revenir un peu sur ta personne. Il y a une question que je vais te poser, donc on revient donc sur ta personne, hein. Euh, on a compris, tu as eu deux éducations, et donc on voit bien que quand même l'éducation donc religieuse est quand même présente. Donc je ne vais pas te demander est-ce que tu as été baptisé, donc j'imagine que tu l'as été forcément, mais je vais donc te demander quand même de ces deux éducations, somme toute de ces deux éducations, euh, quel est ton rapport aujourd'hui à la religion et aussi à ta tradition? Quel est ton rapport aujourd'hui à ces deux aspects de la spiritualité, on va dire? Oui. Bon, à propos de la spiritualité ou de la religion, bon, euh, d'abord, quand on dit religion, bon, quand je le dis en langue, on dit Nzambi. On dit Mhm. Nzambi. Tu es de quelle religion? On dit tu es dans quelle Nzambi? Tu es dans quelle religion? Alors, euh, bon, tu sais bien pour le baptême, oui, bien sûr, j'étais baptisé, c'est sûr, hein. J'étais baptisé, j'avais à peine 2 mois, donc je connaissais pas, je voyais pas grand-chose, hein. Mais enfin, le baptême que j'ai reçu, mes parents m'ont baptisé, mais bon, c'était beaucoup plus un fait de mode que de conviction, hein. C'était beaucoup plus un fait de mode que de conviction. Bon, voilà. Euh, bon, bien que m'ayant baptisé et que ayant été baptisé lui-même, mon père ne l'a pas fait avec conviction, quoi. D'ailleurs, lui-même, il a été capturé pour aller prendre le baptême, pour aller se faire baptiser. Donc, il n'est pas parti de lui-même, hein. Donc, à propos de Nzambi, de la religion, euh, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que parfois nous avons des confusions. Il faut que nous évitions parfois des confusions. Souvent, on donne le titre euh, de Dieu à ce qui n'est pas tout à fait Dieu. Bon, donc, là où je veux en venir, c'est que souvent on donne le titre de Dieu au génie superviseur d'un peuple. Ça, c'est important. On dit Nzambi. En fait, c'est un génie superviseur d'un peuple. Souvent, on donne ce titre de Dieu. Et c'est ce génie superviseur d'un peuple qui le guide. Alors, la Bible
parle beaucoup du génie superviseur de l'écoderme appelé Yahvé. Quand nous allons à l'église, on nous parle tout le temps de Yahvé. Avec leur force de domination, ils ont transformé Yahvé en un Dieu universel. Et dans toutes les églises, les Africains louent, chantent et glorifient Yahvé, qui n'est pas leur génie superviseur. Les Congos et les peuples noirs, nous avons un génie superviseur qui s'appelle Mwanda Congo. Mwanda Congo. Et depuis Kindamba, je suis en quête d'une liberté spirituelle. Être libre spirituellement implique 7 axes, 7 points. 1. Compter sur sa culture. 2. Compter sur sa vraie et sa propre histoire. 3. Honorer la pratique spirituelle ancestrale que nous, les Bakongo, nous avons. Cette pratique ancestrale Bakongo s'appelle Bukongo. Bukongo. Et ce Bukongo a été révélé à nos ancêtres par notre génie superviseur, que les anciens appellent Mwanda Congo, qui est au fait notre Dieu national, si vous voulez. Bon, si les autres ont Yahvé, nous avons Mwanda Congo. En plus, quatrièmement, être en accord avec Nzambi Mpungu. Être en accord avec sa race. Être en accord avec les ancêtres divinisés de notre nation, de notre pays d'origine. Et parmi les ancêtres divinisés, je peux citer Vita Kimpa, je peux citer Kimbangu, je peux citer Mumba, Matsuwa, ils sont nombreux. Et puis enfin, le 7e point, être en accord avec les ancêtres divinisés de nos lignages. Donc moi, je dois être en accord avec mes ancêtres de mon lignage. Alors, se libérer spirituellement, c'est recourir à son passé, à sa culture, que d'ailleurs la religion importée a bafoué. Alors, si je suis en accord avec tout ce que j'ai dit, je ne sers plus de réserve où d'autres viennent alimenter leur égrégore. Nous remplissons les églises, c'est bien. Mais quel égrégore servons-nous? Vous criez Yahvé, 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 Jésus, 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 c'est bien. Mais quel égrégore enrichissons-nous? Donc, en tant que Mukongo, nous concevons la religion comme un principe à 4 niveaux. La religion, pour moi, c'est un principe à 4 niveaux. Le premier niveau, ce que les anciens disent, Bakulu Banunga Banchieto, c'est-à-dire les ancêtres divinisés de notre nation ancestrale. C'est ça. Excusez-moi. Notre nation ancestrale. Donc, je parle de la nation ancestrale. Parce que si on parle des nations d'aujourd'hui, Kimbangu serait un étranger à moi. Kimpa Vita, Vita Kimpa serait une étrangère. Moi, je parle de la nation ancestrale où
les Vitakimpa, les Mbumba, les Mbiandangunga, les Matsua, les Mbiemo, tout ce monde-là sont partis d'un même pays. C'est ça que je considère. Donc, le premier point, le premier niveau, c'est les ancêtres divinisés de notre nation ancestrale. Le deuxième point, c'est Bisimbi Biansieto, qui signifie les génies qui veillent sur notre pays. Et troisièmement, Nzambi Yakanda Diaku, ce qui signifie le Dieu de ton peuple. Le Dieu de ton peuple. Or, le Dieu de mon peuple, le génie de mon peuple s'appelle Mwanda Kongo. Il ne s'appelle pas Yahvé. Le génie de mon peuple noir s'appelle Mwanda Kongo. Et quatrièmement, le quatrième niveau, Nzambi Kunaka Yengele, qui signifie Dieu très haut. Or, Dieu très haut, mes ancêtres Congo l'appellent Yakongo. Yakongo. Alors que le génie s'appelle Mwanda Kongo, notre génie, et les autres ont comme génie Yahvé. Nous avons Mwanda Kongo, et Yakongo est au-dessus. Les autres ne sont des génies, mais ils ne sont pas le Dieu créateur. Donc, ainsi, une religion qui ne respecte pas, enfin pour moi, une religion qui ne respecte pas ce principe, avec ces 4 points, avec ces 4 niveaux, cette religion-là ne peut pas être la mienne. Je ne peux donc pas adhérer à cette église. Or, j'y ai adhéré avec mon baptême. Ben, je m'arrange pour que mentalement, je n'y adhère plus. Donc, si je persiste dans cette église, je transgresse la loi divine. Car aucun peuple, aucune nation n'a le droit d'adorer ou d'honorer un génie superviseur étranger. Pour Mukongo et Ndombi que je suis, Yahvé est un Dieu étranger parce qu'il n'est pas mon génie superviseur. Mon génie superviseur est Mwanda Kongo. De même, pour un occidental, Mwanda Kongo n'est pas son génie superviseur. C'est plutôt Yahvé qu'il est. Jésus ne peut pas être fils de Mwanda Kongo. Parce que ceux qui le proclament fils de Dieu, sont des peuples dont le génie superviseur est Yahvé. Donc, Jésus est fils de Yahvé, il n'est pas fils de Mwanda Kongo. Alors, quand j'ai compris ça, j'ai pris une décision. Donc, compris ainsi, la religion implique un espace donné. Cet espace peut être géographique, il peut être culturel, il peut être spirituel ou énergétique. Mais en tout cas, ce qui est sûr même dans la science, les énergies des pôles ne se ressemblent pas, même dans la science. Les énergies du pôle nord sont différentes de celles du pôle sud. Et pourtant, le soleil est le même. Le même soleil, on voit ces rayons partout. Mais partout, ces rayons n'agissent pas de la même manière au nord
et au sud. Donc, Ia Congo n'était pas bête, en donnant aux uns, il y avait, en donnant aux autres. Mwanda Congo, il n'était pas si bête que ça quand même. Donc, vous dites la religion, bon, maintenant de quelle religion parle-t-on? Si c'est Bukongo ancestral, oui, j'adhère parce que c'est Nza, espace, espace naturel, où bouillonne mon mi culturel. Dans le Congo, mon Nza, mon cœur, mon corps, bouillonne dans le mi culturel, mon être profond. Évidemment, quand il s'agit du Congo, j'adhère totalement, puisque ça correspond à moi-même. Dans Bukongo, je vibre. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de vibrer avec ce qui n'est pas de moi. Voilà, voilà ce que je peux dire à propos de la religion. Très bien, non, mais c'est très clair. Merci, merci pour cette réponse. En 1999, tu me corrigeras si je me trompe de date. En 1999, tu vas rencontrer Wabeladio Payi, l'inventeur donc de l'écriture Mandombe. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, cette rencontre-là? Oh là là. La rencontre avec Wabeladio a été en même temps déterminante aussi, hein, dans, dans mon évolution, dirons, intellectuelle. Elle a été vraiment déterminante. Elle a été déterminante parce que Wabeladio, je lui consacre d'ailleurs un ouvrage, hein, je lui consacre un ouvrage. Euh, bon, nous le définissons comme un inventeur. Mais en fait, lui-même, avant bien sûr qu'il n'ait reçu les pressions euh, des autres, des grands universitaires et tout, il ne se définissait pas comme inventeur, il se définissait comme messager. Il se définissait comme messager. Et moi, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui parce que j'ai longtemps échangé avec Wabé Radio, mais dans les échanges que j'ai eus, que nous avons eus, il se définissait comme porteur de mission confiée par Simon Kimbangu. Voilà. Donc, pour moi, un inventeur, bon, il a réfléchi, et puis il a eu la réponse, puis bon, il a créé, bon, voilà. Mais lui, dans son humilité, il disait toujours que c'est Simon Kimbangu qui lui demandait des choses. Et d'ailleurs, dans son livre qu'il a écrit, qui s'appelle Mandombe, qu'il a publié aux éditions Sénat à Kinshasa en 1996, dans son bref aperçu historique, il écrit ceci, je le cite, l'écriture négro-africaine est une révélation divine sous la dictée de Papa Simon Kimbangu. Voilà ce qu'il dit. Ça, c'est Wabeladio qui dit ça. Sous la dictée de Papa Simon Kimbangu. Donc, bien sûr, les détenteurs de grades académiques ont voulu qu'il devienne l'inventeur. Bon, bon. Avec tout ce qui se cache, hein. Être inventeur comme, bon, voilà. Donc, dans nos échanges, je percevais en effet un messager scientifique de Nzambimpu. Voilà. Parce que quand on parle de Dieu, nous avons tendance à penser que ça ne concerne que la spiritualité, que ça ne concerne que la religion. C'est pas vrai. Hein? Le Tout-Puissant
envoie des messagers. Il peut envoyer des messagers spirituels, naturellement, mais il peut aussi envoyer des messagers politiques, mais bien sûr, pardon, il peut aussi envoyer des messagers scientifiques. C'est le cas de Wabeladio. Pourquoi je le dis? Ben parce que euh, Wabeladio est un messager scientifique, parce que Mandombe est une connaissance scientifique. Mandombe est aussi une philosophie ancrée sur nos terroirs. C'est vraiment la philosophie. Au fait, quand vous lisez, quand vous apprenez Mandombe, vous vous rendez compte qu'il a conceptualisé tout ce qui se dit. Il a conceptualisé toute notre vision du monde. Il a conceptualisé même les proverbes. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Hein? Donc, Mandombe est une chance pour l'Afrique noire. Et Mandombe, et plutôt Wabeladio lui-même, se définissait comme un porteur, un transmetteur d'une science. Et d'abord, je viens de consacrer un ouvrage sur la question Mandombe, hein, où je mets Wabeladio au cœur. Hein. Donc, Mandombe, Wabeladio, c'est un grand homme. C'est tout ce que je peux dire. C'est un grand homme. Très bien, Voilà. très bien, très bien. Alors, au cours d'une interview, Ouais. je vais te citer, tu as dit, il faut encourager les étudiants à rechercher dans leur langue respective des mots ou des expressions qui pourront accomplir des miracles dans leur vie parce que les mots engagent des mouvements précis. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là? Effectivement, oui. Mais parce que quand nous parlons de mots, nous sommes dans le domaine de la parole. Et la parole est de deux sortes. Il y a des paroles lumineuses et des paroles ténébreuses. Et ça, les ancêtres le savent. Quand j'étais avec mon oncle, quand j'ai capturé ma première tourterelle, j'avais 8 ans. Hein. Donc, il m'a appris à faire des pièges pour capturer des tourterelles et tout. Il m'a appris. Le lendemain, je suis allé appliquer ce qu'il m'avait appris. Et le surlendemain, mon piège a capturé une tourterelle. Alors, j'étais heureux, mais heureux. Alors, mon oncle me dit, ah, mon neveu, tu as capté une tourterelle. Ah, tu t'envoleras haut, mon neveu, tu t'envoleras haut. Il est déjà un gamin de 8 ans, tu t'envoleras haut. Mais j'étais content. J'étais content d'avoir fait un piège qui capture une tourterelle. Tout content. Donc, il a tout juste dit, mon neveu, tu vas t'envoler haut. Il m'a dit ça. Il a juste dit ça. Maintenant, le problème, c'est moi. C'est celui qui a dit. Le problème, c'est moi, celui qui a dit, que moi qui ai reçu. Le problème, c'est moins lui que moi. Donc, mon oncle, sachant qu'il avait à peine, il avait affaire à un gamin de 8 ans, ben, il a cherché une petite phrase qui me ferait plaisir et qui me propulserait. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, mon oncle, connaissant l'astuce, il a choisi une parole qui m'a élevé. Et cette parole a rassuré l'enfant que j'étais. Une parole parce que une parole, c'est un projet de manifestation. C'est pas seulement des mots, c'est tout un projet de manifestation. La parole est la synthèse
des expressions de vie intérieure. D'ailleurs, les Congos disent, un proverbe dit, je le dis en langue, après je vais traduire, Muntu kakutukila kunchama lavu ntama kakuwa ilakio. Ce qui signifie, si quelqu'un t'insulte sous l'effet de la boisson, ne t'en fais pas, il y a longtemps, depuis longtemps, il y a longtemps qu'il mijote son projet. Hein. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'il est sous qu'il t'insulte. Il y a longtemps qu'il a pensé à ça. Et puis, sous l'effet de la boisson, il ne se contrôle plus. Mais ce qu'il a gardé en lui, il te l'a sorti. Mais ce n'est pas la boisson. Il l'a préparé bien longtemps avant. Voilà. Donc, la parole est très puissante, aussi bien pour le bien que pour le mal. La parole est comparable au fait à un canon de fusil. Je parle du fusil traditionnel, quoi. C'est pas le fait des PMAK, non, c'est pas ça. De fusil traditionnel qu'on amène à la chasse au village. Hein? Et l'intention ou le désir qu'on a est comparable à la poudre. Si vous ne mettez pas la poudre dans le canon, rien ne se produit, même si vous appuyez sur la gâchette. Le canon donne la direction et la poudre donne la puissance. Donc la parole même, la parole concrétise l'intention ou le désir selon certaines lignes des forces autour desquelles les particules de matière viennent s'ordonner. Et ça, les parents le savent. C'est pour cela qu'on parle de bénir son enfant. Il donne une parole et ces paroles vont provoquer des particules de matière qui vont s'ordonner dans un certain ordre. Et une fois que ces particules sont ordonnées dans un certain ordre, tout ce que l'enfant fait réussit. Mais si tu entres en conflit avec ton père et qu'il prononce une parole, ben ces paroles iront mettre cette force, ces particules de matière, dans un certain ordre qui fera que tu as beau bosser, tu ne trouves aucun résultat. Oui. Donc, ça, nos ancêtres connaissaient la valeur de la parole. C'est ainsi que la parole agit. Les gens parlent pour exercer leur pouvoir. Bon, c'est le cas de nos pères et nos mères qui nous bénissent. Hein. Donc, l'existence est là pour révéler ce pouvoir-là. Hein. Quand ce mot arrive, quand un mot arrive, quelque chose se déclenche. Hein. Même dans notre vie quotidienne. Hein. Si vous convoitez une femme et qu'elle vous dit qu'elle vous aime, pourtant rien ne change. Rien ne change qu'elle vous dise ça. Et pourtant tout a changé. Et pourtant tout a changé. En même temps, rien ne change, mais en même temps, tout a changé. Une parole peut changer toute une vie dans un sens ou dans l'autre. Et d'ailleurs, dans un des kaboulas que j'ai fait autrefois, j'avais parlé d'un mot qui est très, très, très efficace. C'est le mot matondo. Et j'avais consacré d'ailleurs tout un kaboula sur ce mot-là. Voilà. D'accord. Alors, ok, on a bien compris donc la force de la parole que l'on donne, enfin que l'on émet plutôt. Mais dans la citation, donc, tu as insisté sur la langue, la langue respective, comme si, alors c'est la langue où le mot doit être dans sa langue maternelle. Est-ce que c'est simplement la parole qui est, peu importe la langue qui est employée, c'est la parole qui est donnée. Ou alors il faut que c'est une parole plutôt qui est dite dans sa langue maternelle spécifiquement. Bon, la parole, généralement, une parole est liée à une langue. Une langue. Et toutes les langues ne vivent pas de la même manière. Absolument. Bon, moi, je parle en français actuellement, mais ma vibration en français, elle est un peu amoindrie par rapport à la langue de mon terroir. Maintenant, si effectivement on peut parler la langue du terroir,
c'est quand même mieux. Moi, je n'ai jamais vu un ancien s'adresser à son fils, bénir son fils dans une langue étrangère. Non pas qu'il ne connaissait pas, mais même s'il connaissait, c'est tellement important que la parole qu'il doit dire, qu'il doit sortir, qu'il doit émettre, doit vibrer fortement, ben, il l'accompagne, il la met dans la langue qui vibre le mieux pour lui et le mieux pour l'enfant. Voilà. D'accord. Non, mais Donc, c'est quand même, je ne dis pas qu'en langue étrangère, il n'y en a pas, mais c'est quand même mieux. La vibration n'est pas la même. La vibration n'est pas la même. Voilà. Et très chacun bien. de nous en a une. Bon, parlons la langue, c'est tout. C'est bien compris. C'est bien compris. Alors, euh, Sakou Kimbebe. Ah, le livre qui m'a le plus marqué, ça porte le titre de Dieu est noir. Ah oui, et oui. Ce livre est écrit par un Français qui s'appelait Bruno Chénu. Ce livre m'a beaucoup marqué. Dieu est noir. Ça a été Pourquoi? publié aux éditions du Serge à l'époque. Pourquoi? Hein? Pourquoi celui-là? Pourquoi celui-là? Eh bien parce que déjà j'étais en recherche, en recherche personnelle de mon orientation déjà. Hein. Quand j'ai vu Dieu est noir, je me suis dit, tiens, et effectivement, en fait, il parle de l'histoire des Noirs américains, en fait. Hein, des Noirs américains et de tout. La Bible avec les Noirs américains, tout. En tout cas, c'est un livre très, très passionnant. J'ai beaucoup aimé. Et D'accord. en tant que théologien aussi, hein, c'est toujours un plus, quoi, de lire un truc pareil. Ça, c'était Y le a- premier livre qui m'avait beaucoup marqué. Et le deuxième qui m'a marqué, c'est le livre de Jean Ziegler, qui s'appelle Main basse sur l'Afrique. Main basse sur l'Afrique, pour voir un peu voilà, tout ce qui se passe dans nos pays, ce que nous vivons, ce que nous souffrons, et tout de suite, voilà. Bon, voilà. Voilà. Donc, ces deux livres m'ont bien éclairé quand même. Bon, j'en ai D'accord. lu d'autres, mais ça, c'est les deux premiers qui m'ont vraiment bien marqué. Voilà. Y a-t-il un documentaire, un film qui t'aura aussi marqué? Oui, 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 oui. Là aussi, il y en a deux. L'affaire Elf, tu t'en doutes bien. L'affaire Elf. Non seulement j'avais acheté le livre de Loïc Le Floch-Prigent, hein, mais aussi le film, le documentaire qui s'en suivait, et le film qui s'en est suivi aussi de Becquet. Bon, j'ai regardé ça, bon, en même temps j'aime, en même temps ça me révolte, en même temps, bon, voilà, donc, voilà ça. Tout ça, quoi, ça bouillonne, quoi. Bon, ça bouillonne, bon, c'est comme ça. Et D'accord. puis, un autre film que j'ai aimé pour moi-même, c'est une série qui passait à la télé qui s'appelait Le corps du désir. Le corps du désir. Bon, c'est un peu spirituel, un peu mystique, mais c'était bien, c'était vraiment un très bon film. Voilà, voilà. Très bien, très bien. Alors, si t'étais donné la possibilité de choisir une époque dans laquelle vivre, laquelle choisirais-tu? Bon, tout ce tout ce que je peux dire, c'est que pour ce qui est de la vie, comme tu as dit, s'il m'était donné de choisir, or je ne choisis pas. Or je ne choisis pas. Et nul n'a choisi de naître. Voilà. Bon. Donc, si je suis là, c'est parce que nous avons bien pour juger que je sois là, à cette époque. Eh bien, je l'assume et je la préfère. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Cette époque, je Pragmatique. l'assume et je la préfère. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà. Pragmatique et rationnel. Ah ouais, c'est clair, mais écoutez. Et s'il t'était donné l'opportunité d'avoir un entretien avec un personnage historique, qui choisirais-tu? Et pourquoi? Là aussi, j'en choisirai deux.
Les deux personnages me fascinent. Un, c'est Mandela. Deux, c'est Mwanda Nsemi. Pour Mandela, j'ai eu la chance de lire la plaidoirie qu'il a réalisée le jour de sa condamnation au procès de Rivonia. Ce procès avait été publié sous un titre appelé L'Apartheid. Et j'avais ce livre-là. Je l'avais lu. Et la dernière phrase du livre, donc la dernière phrase de sa plaidoirie, lors de sa condamnation, en 1964, la dernière phrase qu'il a prononcée, c'était la première phrase qu'il a prononcée à sa libération. Extraordinairement. Je me suis dit, voilà un homme. Voilà un homme. Il a marqué la continuité dans ses actions, dans sa conviction. La dernière phrase qu'il a prononcée lors de sa condamnation, c'est la première phrase qu'il a prononcée le jour de sa libération. Extraordinaire. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Nous avons tous on va dire des peurs. Ouais. Euh, est-ce que, quelle est la plus grande peur que tu aies pu éprouver? Bon, ma peur actuellement, elle est actuelle, hein, en moi, elle est actuelle. La peur euh, que j'ai actuellement, c'est de perdre ma terre natale. C'est ça ma peur. Ma peur de perdre ma terre natale et devenir un apatride plus tard. Ça, j'ai peur. Ouais. Et quand on voit ce qui se passe, j'ai peur que ça ne se passe. Voilà. D'accord. Ouais. De tout ton parcours, penses-tu avoir, comment dire ça? D'abord, je vais te demander, parmi toutes les actions que tu as déjà réalisées de tes objectifs, etc., lequel te rend le plus fier? L'activité qui me rend le plus fier, c'est d'avoir créé à Kindamba, quand j'y étais, une école. Une école que j'ai baptisée Kusakana Kwambemba. Kusakana Kwambemba était un grand matsuaniste qui avait écrit une lettre à De Gaulle où il dénonçait la fausse indépendance qu'il nous accordait. Voilà. Il a dit, en substance, mon général, vous nous accordez l'indépendance, mais ce n'est pas de l'indépendance que nous avons besoin. Nous avons besoin de nos terres. Vous nous mettez dans une république. On s'en fout de la république. Nous voulons nos terres. Kusakana Kwambemba. Donc, un homme. Alors, quand j'ai créé une école, cette école à Kindamba, j'ai donné ce nom-là, l'école Kusakana Kwambemba. Et quand l'inspecteur est arrivé, il dit, mais, monsieur l'abbé, mais comment vous avez choisi ce nom-là? Je dis, mais, et là, je lui explique, ça. Ah, vous connaissez ça? Je dis, oui, je sais ça, je connais, oui, je connais. Il dit, mais je suis de sa famille. Je dis, ah bon? Mais bravo, vous avez un grand homme dans votre famille. Malheureusement, cette école, évidemment, elle a été pulvérisée, hein. Donc, voilà. Elle n'existe plus. Mais quand il l'avait créée, j'allais lui donner des cours d'histoire moi-même. Voilà. Aujourd'hui. Alors, justement, par rapport à ça, penses-tu avoir, alors donc là, tu as créé quelque chose, bon, malheureusement, il y a cet événement dont tu parles là, que ça a été détruit, si j'ai bien compris. Mais cependant, penses-tu avoir, mais là je dis globalement, bien entendu, entendu que je ne sais pas si on peut dire qu'un homme se fixe des objectifs pour sa vie, mais je pense que ça c'est le cas. Mais penses-tu avoir atteint globalement, de manière globale, penses-tu avoir atteint
donc individuellement, les objectifs que tu t'étais fixés dans ta vie. Parce que, voilà. Oui, oui, effectivement, oui. Mais c'est vrai que pour faire une petite rétrospective, quand nous étions au séminaire là-bas, au petit séminaire, hein, on avait un professeur de lettres, de littérature, de lettres, mais alors un très très bon professeur, le frère Barthélemy Nkunku, un très très bon professeur. Alors, en fait, il nous a tous donné le goût d'écrire, en fait. Il nous a tous donné le goût de... En tout cas, moi, il m'a donné le goût d'écrire. Et moi, je me suis dit, tiens, dans ma vie, il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive. Et je pense que l'objectif a été quand même atteint, même si je ne suis pas un écrivain de... Même si je ne suis pas mon bon coup, certes, je ne suis pas mon bon coup, mais quand même, au moins, j'ai un petit titre. Voilà. Voilà. C'est vrai que j'avais voulu vraiment faire quelque chose, mais je ne savais pas comment, dans quel domaine, je ne savais pas. Et puis, avec l'expérience que j'ai vécue, bon, j'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire. Et puis, tu sais que mon objectif n'était pas de publier parce que je me disais, ce que j'ai publié, mais tout le monde me prendra pour un illuminé. Tu vois, voilà. C'est tellement bizarre hein, pour les instruits. Ça ne rentre pas dans le cadre cartésien, comme ce que je dis là. Donc, tout le monde me prendra pour un zinzin. Tout le monde me prendra pour voilà, comment, je sais pas, un religieux, un peu mal intentionné. Voilà. Alors, je ne voulais pas publier. Et ça, c'est un ami qui a vu ça, par indiscrétion, il a lu quelques phrases, il dit, mais c'est quoi ça? Alors, je lui explique. Il dit, ah, mais il faut publier ça. Je dis, écoutez, mais tout le monde me prendra pour un illuminé si j'écris ça, si je publie ça. Mais il m'a convaincu que non, 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 il y en a qui te comprendront. Et voilà, puis j'ai publié. Voilà. Alors, Voilà. pour revenir à la parole de l'oncle, est-ce qu'on peut dire justement que tu as pris ton envol? Parce que tu dis que tu as atteint quand même tes objectifs. Et donc, pour atteindre ces objectifs, ça veut dire qu'on a réalisé des choses, ce que tu as dit avoir fait. Moi, personnellement, pour ce que je sais de ce que tu as fait, je pense aussi. Est-ce qu'on peut dire du coup, oui, Nsaku a pris son envol, comme disait, tu voleras, comme avait dit l'oncle. Ah, je pense quand même, hein, je pense quand même. Je pense quand même, quoi. Je comprends ton attitude parce que c'est à nous de dire si Oui, c'est ça, effectivement, voilà, c'est c'est à pas vous à de dire. toi de. Je Donc, sais pas, mais bon, voilà. Bon. d'accord. Te En tout cas, considères-tu oui. te considères-tu comme un écrivain, mais engagé? Ah, mais là, c'est la même chose. C'est pas moi de dire si je suis engagé. C'est ceux qui me lisent. C'est ceux qui me lisent qui m'apprécient. Parce que moi, en tout cas, il ne me revient pas de me juger, déjà. Il ne me revient pas de me juger. Ce sont les lecteurs qui diront ce qu'ils pensent de ce qu'ils lisent, qui diront ce qu'ils pensent de l'auteur, si je suis engagé ou pas. Hein. Dans mes écrits, si mes écrits leur apportent quelque chose ou pas, hein. S'ils serviront à la postérité ou pas. Pour ma part, je fais ce que je peux. Voilà. Moi, du fait que mon oncle m'a emmené 3 fois sur la tombe de mes grands-oncles et de Matsuo, euh, je pense que j'ai ajouté à cela quelque chose que j'ai jugé utile. J'ai publié un livre chez l'Harmattan euh, à propos un peu des problèmes du pays. Bon, après tout, j'ai quand même cette fibre-là, nationaliste. Mes grands, mes grands-oncles ont payé de leur vie. Et donc, voilà, j'ai publié un livre voilà, sur ça. Voilà, voilà. Très bien, Mais très enfin, très c'est les bien. qui diront si je suis engagé ou pas, c'est pas moi. Voilà. Absolument. Ok, ok. Alors, pour revenir justement à ton actualité en tant qu'auteur, donc récemment, hein, il y a eu quand même, tu as publié quand même pas mal d'ouvrages. Et là, récemment, donc, tu as, si j'ai bien compris, il y a 3 livres, dont un qui comporte 2 tomes.
Donc, il y en a un qui tourne autour des thèmes que tu as abordés un peu avec l'émission que nous avions fait, les Kaboulas. Oui, Et puis, il y a aussi donc un autre, donc ça, c'est en 2 tomes. Et puis, il y a un autre livre qui est sur le Mandombe, hein, l'écriture du Mandombe. oui. Euh, donc, alors, on aura l'occasion, je le souhaite vivement, quand on aura l'occasion, on pourra revenir sur, cette fois-ci, parler principalement de ces ouvrages-là. Mhm. Mais comme ça, qu'est-ce qui t'a emmené à... Donc, en fait, qu'est-ce qui t'a motivé pour ces 2 ouvrages, on va dire, celui en 2 tomes et puis celui sur le Mandombe? Qu'est-ce qui a motivé cette volonté d'écrire à nouveau? Au fait, sur Mandombe, non, sur les Kabula, au fait, il y en a trois. Donc, il y en a deux qui sont sortis, et il y en a un troisième que je vais préparer aussi pour le sortir. D'accord. Ce qui m'a motivé, c'est que quand j'ai relu mes, mes brouillons de Kabula, je me suis dit, mais tout le monde n'a pas la chance de, de revoir. En fait, quand j'ai relisé ça, je me disais, tiens, mais pendant qu'on réalisait, je ne réalisais pas la profondeur de ce que je disais au fait. Je ne réalisais pas la profondeur. Quand j'ai relu tout ça, je me suis dit, mais tiens, ben, tout le monde n'a pas suivi les Kabula, tout le monde n'a pas les vidéos de Kabula. Pourquoi je ne mettrais pas ça en édition? Voilà, et donc, voilà. Comme ça, tous, enfin, tous ceux qui veulent, hein, ceux qui peuvent, bon, ils peuvent voir ce que c'est. Peut-être qu'ils en tireront une petite leçon à gauche, à droite. Voilà, voilà. En tout cas, nous, ce que j'ai reçu, je le donne. Moi, je pense que c'est ça que mon père et mon oncle m'ont dit. Quand tu as quelque chose, kaba, kaba, kaboula, kaba. Hein. Ne garde rien pour toi. Plus tu te partages, plus tu t'enrichis. Hein. Plus tu gardes, moins tu t'enrichis. Donc, kaba, partage. Hein. Ce que tu sais, donne aux autres. Ce que tu sais, partage. Et de fil en aiguille, hein, ces idées vont parcourir le monde. Et c'est comme ça qu'effectivement, on change le monde. Hein. C'est pas, le monde ne se change pas en 2 jours. Ce sont des générations. Ce sont des gens qui lisent, qui écoutent euh, et qui projettent. Et c'est comme ça qu'on bâtit la vie, qu'on bâtit le monde. Donc c'est pour cela que j'ai voulu partager ces Kaboulas qui sont. J'ai déjà sorti 2 parties et il en reste une. Et pour Mandombe, à l'instar des personnes qui m'ont fasciné, le jeune Wabeladio m'a aussi façonné parce que il était plus jeune que moi. Il avait 2 ans de moins que moi, mais c'était un grand homme. C'est vraiment un grand homme. Euh, euh, moins âgé que moi, mais plus que moi. Plus que moi. Dans ses connaissances, il était plus que moi. Et donc, il est mort assez jeune, il est mort très jeune. J'ai voulu vraiment lui rendre hommage en lui présentant euh, la compréhension de cette connaissance mandombé. Donc, en fait, c'est ma compréhension mandombé que je lui présente. Hein. Parce que dans mandombé, on ne parle pas de lettres, dans mandombé, on parle de voilà. Or, voilà en langue signifie bâton d'autorité. Donc, les lettres en Kikongo, les voilà sont des bâtons d'autorité. Et ces bâtons d'autorité, au fait, ils reçoivent leur autorité au fait, du monde subtil, au fait, du monde subtil. Et j'ai essayé de dire tel, tel voilà, donc telle lettre, recueille telles énergies. Tel autre voilà recueille telles autres énergies. Tel autre voilà recueille telle autre énergie. Et dans un mot, s'il y a 3 sortes de voilà de lettres, en fait, il y a 3 sortes d'énergie, ainsi de suite. Et les gens les plus intelligents peuvent travailler avec ces énergies-là, effectivement. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord.
On arrive presque à la fin de cette interview. Je vais te demander un peu pour se détendre un peu de te prêter à un jeu. Oh là. Alors, c'est le jeu des contraires. Donc, en fait, je vais te donner 6 mots. Je te Ouais. donnerai 6 mots et selon toi, tu vas me donner donc pour chacun d'entre eux le contraire. Alors, c'est un exercice. En fait, l'idée ici étant de démontrer par le constat que la perception du réel varie en fonction des personnes et des cultures. Exactement. Donc, je commencerai par la vie. La vie. Bon, la vie. Bon, pour dire la vie, ça c'est en français. Moi, je dis Anki Congo. Mhm. C'est plus simple pour moi. La vie, c'est Zingu. Zingu, c'est quoi? C'est la connaissance intérieure de la mer. La mer, qui est la mer? C'est la nature. Donc, la vie est la connaissance intérieure de la nature mère. Or, la nature mère, si vous la connaissez de l'intérieur, elle ne finira jamais. Parce que la vie ne finit jamais. Donc, demandez-moi le contraire de ce qui ne finit jamais, je ne vous dirai pas. Très Je ne vous bien, dirai pas. très bien. Parce que, en français, je dirais, oui, la vie, après, c'est la mort. Je dis, même chez nous, la mort n'existe pas. C'est une connaissance de la nature. Même mort, la nature est toujours là, on peut toujours la connaître. Donc, déjà, j'élimine le contraire de la vie. Très bien. C'est reçu en Congo, je dis bien. En Bien anglais, je ne sais sûr, pas. Voilà. bien sûr. Voilà. Mais tu choisis dans quelle langue tu vas mieux, enfin, tu vas l'exprimer. Parfait, ce que tu as fait là, c'est parfait. La sagesse. La sagesse. Alors, la sagesse. En Kikongo, on dit quoi? Quand quelqu'un est sage, on dit quoi? Ah, Kimuntu Kenandi. Kimuntu Kenandi. Donc, la sagesse, c'est Kimuntu. Aussi? Donc, il a la profondeur. En fait, Ngangu, on dirait Ngangu Zenandi. Ngangu. Ngangu. C'est-à-dire que il a de la profondeur. Il a de la hauteur. Il prend de la hauteur. En toute chose, il prend de la hauteur. Et euh, la, son contraire, ben, ce sera en Congo, bouya bouya, c'est-à-dire que la légèreté, la superficialité, voilà. Il est superficiel, hein, hein, tout ça, il s'accroche à tout ce qui n'est pas important, voilà. Alors que celui qui a la sagesse s'accroche à tout ce qui est important. Donc on dit ngangu zenandi. Il prend de la hauteur, il prend de la profondeur. C'est un homme profond, voilà. Et dans le mental du Congo, la hauteur et la profondeur désignent la même chose. La hauteur et la profondeur désignent un centre qu'on appelle le ngo, tandis que bouya bouya, hein, la superficialité, la légèreté, c'est la périphérie. Voilà. Quelqu'un qui est profond va au centre. Et celui qui est au centre va en profondeur et il va au sommet. Tandis que celui qui a bouya bouya, la légèreté, ben, il tourne autour. Voilà. Donc, pour moi, la sagesse, c'est la superficie, la sagesse, c'est la profondeur et la hauteur, tandis que le contraire, c'est la légèreté, la superficialité, la périphérie. Voilà. Voilà. Très bien. La naissance. La naissance. Oh là là. La naissance. Bon, d'abord, la naissance, on dit Butuka. 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 Mutukudu. Butuka. Donc, la naissance implique la venue. La naissance implique une venue. Or, une venue, on dit Nkwizulu Lantoto. La naissance, c'est Nkwizulu Lantoto. Donc, il est venu sur la terre. Donc, dans le contexte de naissance, il y a déjà la notion de la terre qui intervient. Donc, du verbe kwiza qui signifie être en route. Kwiza, être en route. Donc, quand une femme enceinte, le bébé n'est pas encore là, il est en route. Donc, kwiza.
une fois qu'il arrive, une fois qu'il est arrivé, il est appelé Touridi, le verbe tout là, arriver. Donc, Nkwizulu implique que l'on vient de quelque part, qui n'est pas Ntoto, qui n'est pas la terre, et le miroir de Ntouloulou, là, c'est le Mandombe qui a joué. Mon mental est devenu très Mandombe. J'explique tout sur le miroir. Et le miroir de Ntouloulou, toi, Nkwendolo, du verbe kwenda qui signifie aller. Donc, le départ. Quand quelqu'un est mort, on dit qu'il est parti. Il est parti. Quand il est né, il est venu. Donc, pour moi, la naissance, c'est la venue et son contraire, c'est le départ. Très bien, c'est clair. La réincarnation. La réincarnation. Alors, j'ai cherché réincarnation, vraiment, j'ai trouvé un mot approximatif. Bon, en tout cas, désolé, vous m'excuserez si je mets un peu de la logique de Coder là-dedans. Alors, pardon, Si je mets un peu excuse-moi, de... Hein? excuse-moi, sans t'interrompre. Est-ce que, donc je t'ai dit le mot réincarnation, est-ce que Ouais. tu, comme tu l'as dit, tu as cherché, est-ce que ça veut dire que c'est un concept qui n'existe pas peut-être dans Mais ta culture? franchement, j'ai du mal à trouver ce mot dans la langue. Bon, j'ai pris un concept approximatif, mais est-ce qu'il est vraiment réel? Est-ce qu'il est vraiment ça? Donc, ne m'en voulez pas trop. Mais, non, non, non. La réincarnation, ça ne dit pas grand-chose. D'accord. Non, mais c'est tout l'objet de Ouais. justement ce jeu, c'est de voir que bah, il y a des concepts qui des fois n'existent La pas dans réincarnation, ça ne certaines. dit pas Voilà. grand-chose. Ça ne dit pas grand-chose. Donc, et l'incarnation, en revanche. L'incarnation, oui, oui, oui. Euh, l'incarnation, c'est-à-dire que là encore, c'est lié à la terre. Tu viens prendre le corps de la terre. Et en Kikongo, on dit Nitu Mutoto. C'est-à-dire que le corps, c'est de la terre. Donc, quand tu pars, tu laisses ton corps. Et donc, tout ce que nous avons dans notre corps relève de la terre. Même nos yeux, ce sont les yeux de la terre. Notre bouche, c'est une bouche de la terre. Nos oreilles sont nos oreilles de la terre. Et donc, quand on enlève ces oreilles de la terre, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'oreilles. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus Dieu. Si on n'a plus des yeux, on n'a plus Dieu, si, on a toujours les yeux. On a toujours une bouche pour parler. Mais une fois mort, on n'a plus la bouche, ces organes de la terre. Nous avons des organes d'un autre ordre. Voilà pourquoi euh, euh, mon père et mon oncle, ben, ils sont toujours là. Ils sont avec moi. Et pourtant, ils pourrissent dans leur tombe. C'est leur corps qui pourrit dans la tombe. Mais quand je leur parle, ils m'écoutent. Mais ce n'est pas les oreilles, c'est pas les oreilles de la terre qui les écoutent. Enfin, ce n'est pas les oreilles de la terre qui écoutent. C'est les oreilles de notre système qui écoutent. Voilà. Donc, quand on dit il est parti, c'est-à-dire qu'il a laissé ce qui appartient à la terre et il récupère ce qui appartient à l'autre monde. Et même l'enfant, il vient récupérer ce qui est de la terre, parce que là d'où il vient, il y a pas de, c'est pas la terre. Il vient, il prend ce qui est la terre, qui est notre corps, et il vient avec nous. Et quand il part, il repart là-bas. Il repart, il relaisse la terre et il s'en va là où il était. Donc, pour moi, l'incarnation, c'est le fait de prendre ce qui relève de la terre. Voilà. D'accord. Parfait. Dernier mot, la maths. Alors, bien sûr, la maths. Bon. Alors, si tu vas, enfin, moi, si je vais à Kindamba, d'abord, je demande aux gens, la maths, tu me dirais, c'est quoi ça, la maths? Bien entendu. Ils ne sauront pas. Mais si je dis Kimuntu, ah, mais bien sûr, Muntu Filibane Kimuntu. Donc, la maths, c'est le Kimuntu chez nous. Donc, la maths, c'est Kimuntu, et Kimuntu, c'est
ce qui rend, c'est le caractère de ce qui est humain, ce qui rend l'homme humain, le respect de l'homme humain, de l'aide de l'autre, c'est ça, qui muntu, mat, qui muntu, c'est vraiment ce qui rend l'homme humain. Et le contraire, ben, c'est ce qui le rend animal, voilà. Très bien. L'humanité et l'animalité, voilà. Mm, mm, mm. Alors, bon, j'allais te demander quelle est ta réaction par rapport à ce jeu auquel je t'ai demandé de te prêter, si tu as une réaction, sinon je te poserai Oh, ma... non, 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 je pas, non, non, je pas de réaction. D'accord, très bien, très bien. Alors, de manière générale, Nsaku, es-tu inquiet pour l'avenir de l'humanité? Ah, mais comment ne pas être inquiet avec tout ce qui se passe? Comment ne pas être inquiet avec tout ce qui se passe? C'est-à-dire que euh, c'est quand même paradoxal hein, de voir que le monde a beaucoup évolué matériellement, a beaucoup évolué techniquement, technologiquement. On a beaucoup évolué, mais vraiment, on a quand même atteint des sommets. Malheureusement, Kimuntu, la mat, le Kimuntu, on est resté animal. Hein. Et d'abord, quand on dit, oui, mais l'être humain, c'est un animal intelligent. Oui, d'accord, un animal intelligent, vous avez raison. Un animal intelligent. Intelligent, oui, mais un animal quand même. Intelligent, oui, mais un animal quand même. Féroce, qui broie tout. Donc, nous avons tout ce qu'il faut dans notre monde, toute la technologie qu'il faut pour réduire certains problèmes du monde, mais non, on ne les réduit pas. Effectivement, j'ai peur pour notre monde. Parce que l'intelligence ne sert pas l'humanité. Elle sert l'animalité. Elle sert l'animalité. Elle sert la loi du plus fort, qui est une loi animale. Voilà. Et justement, j'ai peur. J'ai peur pour notre humanité. Ouais. J'ai peur pour Alors, notre monde, effectivement. mhm. Alors, tout à l'heure, je t'ai interrogé justement sur quelque chose que tu avais dit à propos de la parole. Ouais. Et là, justement, quelle parole, quel conseil donnerais-tu à la jeunesse? Alors, je leur dirais que, enfin, c'est pour me reprendre, au fait, hein. Je leur dirais que vous vivez une période où matériellement, vous avez tout. Le matériel, sachez que, pour les jeunes, sachez que le matériel ne résout pas tous les problèmes. Vous rêvez d'une grosse voiture, c'est bien, mais sachez qu'avec une grosse voiture, vous risquez de rouler très vite et un accident est vite arrivé, par exemple. Donc, le matériel ne résout pas tous les problèmes. Il faut maintenant rechercher la voie ancestrale de l'humanité. Je pense que les jeunes, c'est tout ce que je peux leur dire. Profitez de la vie, c'est bien. Mais n'oubliez pas que le bonheur n'est pas toujours là où on le cherche. Nos ancêtres, nos anciens savaient vivre avec peu. Ils n'avaient pas tout ce que ils n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Et pourtant, ils ont vécu. Ils nous ont transmis des connaissances. Ils étaient heureux parce que ils allaient à l'essentiel. Chercher l'essentiel et la vie sera magique. Voilà. Voilà ce que je peux dire aux jeunes. Très bien, très bien.
En tout cas, au nom de Essibla Nsakou, nous te remercions infiniment de nous avoir consacré ce temps et surtout pour nous partager, comme tu as dit tout à l'heure, il faut partager, pour nous partager un espace de ta vie privée, de ta vie tout simplement, et de nous avoir permis de mieux te connaître. Et enfin, nous, Essibla, et nous aussi, nous allons partager avec les autres pour que toutes ces personnes qui t'ont lu, qui ont eu à te rencontrer, peut-être à travers cette interview-là, découvriront encore plus en profondeur ta personnalité. Donc, merci en tout cas de nous avoir accordé ce temps. Et Et vraiment, merci, merci, merci trois fois, merci infiniment. merci toi aussi. Nous aurons, j'espère, parce qu'on a évoqué tout à l'heure la sortie des livres, nous aurons, j'espère, l'occasion donc, par rapport à cela, nous t'inviterons, si encore tu es disponible, en tout cas, nous t'inviterons pour justement parler de ces livres, les présenter, parce que nous comptons bien présenter ces ouvrages que tu viens de publier dans notre librairie également. Mais nous reviendrons là-dessus pour une autre rubrique. Donc, une fois de plus, merci au nom de toute l'équipe de Essibla et merci aussi principalement à toi pour ce temps que tu nous as accordé. Mais moi aussi, je vous remercie aussi, hein, parce que c'est Ouais. important. On est bien partagé tout ça, c'était bien pour moi. Voilà, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, quoi. Voilà. En tout cas, merci aussi. Voilà. Ok, parfait. Bonne soirée et à très bientôt. À bientôt.